curation de contenu, déploiement de dispositifs de formation en ligne, avec deux retours d'acteurs qui le vivent ou qui l'équipent. On a d'un côté Jeanne Rigaud, qui est L&D manager aussi, ou directrice People et Talent Développement, donc chez Linksense. C'est pas facile à dire, hein. Linksense, et elle va nous dire ce qu'elle fait et quelle responsabilité elle a. En tout cas, elle est directement opérationnelle pour pouvoir mettre ça en route et pour que ça fonctionne, hein. Et de l'autre côté, on a Jérôme Lermite, qui est cofondateur de Clarisse Noveum et qui travaille aussi sur ces questions clés de l'appropriation des contenus. Alors, vous vous réservez des questions pour la fin et on a 30 minutes pour vous écouter. Parfait, bonjour tout le monde. Voilà, alors, c'est Linksense qui a l'honneur, hein, bien sûr, avec Jeanne. Et on va se partager donc cet agenda de présentation. Dans un premier temps, Jeanne va présenter le groupe Linksense avec le contexte et enjeux. Donc la question qu'on se pose, hein, c'est effectivement quand vous avez des contenus sur étagère, comment faire en sorte qu'il y ait une adhésion et un niveau d'utilisation optimal et maximal. Donc comment ouvrir son catalogue de formation. C'est vraiment l'objet effectivement de cette présentation. Donc on va pouvoir parler en effet du groupe Linksense, contexte et enjeux. Je vous présenterai la stratégie globale qu'on a définie avec Jeanne dans le cadre de ce contexte. De manière très concrète, Jeanne vous présentera effectivement la partie mise en œuvre de la curation et de la communication donc, qui a été opérée. On verra une partie, et je reprendrai la main, machine learning, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut activer une machine learning dans le cadre d'une plateforme de formation, à quoi est-ce que ça sert concrètement, et Jeanne conclura. Voilà. Merci Jérôme, bonjour à tous. Alors Linksense, je pourrais vous en parler pendant des heures, on va faire assez simple. Linksense, c'est le leader mondial de la fabrication, du design de la fabrication donc des micro-connecteurs et antennes RFID. Alors c'est simple, on a tous une carte bancaire. On pense que c'est une petite puce, mais finalement c'est un micro-connecteur. Voilà. Et donc Linksense est le leader mondial. 80% de la population aujourd'hui utilise cette technologie. Alors un micro-connecteur, ça sert à quoi? C'est simplement quand on veut payer, quand on veut téléphoner, il faut forcément un support. Mais aussi dans les cartes bancaires, on a pour le sans contact des antennes qui servent pour le paiement, qui servent pour tout ce qui est application mobile, mais qui servent aussi pour tout ce qui va être loisirs, chambre d'hôtel, passe Navigo. Donc vous utilisez tous, on utilise tous une technologie Linksense. Linksense, c'est 3000 salariés, c'est une implantation internationale, essentiellement en Asie. 8 sites de production et donc on intervient sur 9 segments de marché prioritairement que je vous ai énumérés juste avant. Et juste un ordre de grandeur, c'est 120 milliards de micro-connecteurs fournis et c'est plus de 5 milliards d'antennes RFID fournies. Voilà. Alors, on a donc eu un partenariat, on a un contrat avec Cornerstone pour la mise en place du contrat Cornerstone en termes de plateforme learning. On avait un contexte assez clair de par l'implémentation de Linksense au niveau mondial. Et donc, je veux bien que des contextes et des enjeux assez clairs. Premièrement, cette présence internationale, des langues parlées et des collaborateurs qui ne parlent pas tous la même langue. Donc, l'anglais, certes, est une langue qui nous réunit, mais tout le monde n'est pas en mesure de la parler et surtout aussi dans des sites de production. Et puis, clairement, on avait donc cette dimension de 3000 collaborateurs qui était assez importante. Ça, c'était le premier contexte. On avait une ambition assez stratégique de se dire on veut un One Linksense, on veut une culture commune à tous et pouvoir créer autour d'un agenda stratégique et d'un plan stratégique autour d'une consolidation de notre situation, aussi autour de notre diversification, puisqu'on va sur des secteurs comme l'IoT, l'healthcare. Donc c'était vraiment important de pouvoir pousser ça, mais aussi de pouvoir créer une culture avec nos leaders et nos managers, parce que les leaders et les managers sont fondamentaux et vraiment très importants pour pouvoir développer toute la partie learning. Et puis, en termes
clairement de volonté. On s'était dit, on veut prioriser, on veut accompagner notre développement stratégique autour de priorités fortes, clairement, et autour d'une population cible, donc de nos managers et de nos leaders. Voilà, et dans le cadre donc de ce contexte et ces enjeux, donc le groupe LinkSense a pris un abonnement effectivement sur sa plateforme Cornerstone. Donc il s'agit d'un abonnement qui s'appelle Content Anytime. Et c'est effectivement la plateforme Cornerstone met à disposition des milliers de contenus à travers 2 offres, donc Professional Skills et Leadership et Management. Donc ça représente un ensemble de providers, donc effectivement les meilleurs providers du marché, multilingues, mais ça représente surtout plus de 7000 contenus. Donc c'est une offre absolument considérable et c'est là où se dessine justement finalement l'enjeu d'ouverture de cette plateforme. Concrètement, comment est-ce qu'on ouvre une plateforme avec 7000 contenus? Je veux dire, on va pas l'ouvrir, laisser l'utilisateur venir. En fait, globalement, ça va pas marcher. Donc on met en place vraiment une stratégie d'ouverture pour créer l'adhésion et faire en sorte que ces 7000 contenus soient utilisés au mieux et surtout soient utilisés. Alors, dans le cadre de cet enjeu, ce challenge effectivement qu'on s'est mis en place, on va dessiner une stratégie avec une temporalité à 2 temps. Donc, il y a d'abord une temporalité effectivement à court terme qui va consister en fait à réaliser 2 actions importantes. Donc, la première action en fait, c'est de créer ce qu'on appelle de la curation manuelle. La curation finalement, c'est sélectionner parmi ces 7000 contenus des contenus vitrines sur la base de critères spécifiques, mais qui tiennent compte du contexte, en effet, de LinkSense et de ses enjeux. Donc, on va les sélectionner, on les teste sur la base de critères que Jeanne vous présentera. Mais c'est la première chose à faire. On va faire de la curation manuelle très précise. On va créer des contenus vitrines, en fait, lorsqu'on ouvre notre catalogue de formation. Voilà, donc ça, c'est vraiment une première étape qui se fait justement sur une temporalité courte, autour de 2 à 3 mois. Une fois que cette étape a été réalisée, il faut communiquer massivement. C'est presque aussi important que la qualité des contenus. C'est-à-dire qu'on ouvre doucement effectivement la plateforme, on fait de la curation, on sélectionne des contenus vitrines et on lance une stratégie de communication. Voilà, là aussi Jeanne effectivement vous en parlera. Donc là, on a vraiment un enjeu finalement d'adhésion au-delà d'un enjeu pédagogique. L'idée, c'est qu'on fait monter les utilisateurs sur la plateforme. On va surveiller les taux de connexion à la plateforme. Donc, on ouvre notre plateforme. Il y a un enjeu de connexion qui est très fort là, un enjeu d'adhésion. C'est vraiment la première étape. Sans cette étape, effectivement, voilà, il y a peu de chances effectivement, nos contenus soient utilisés et soient utilisés de manière très concrète. C'est la première étape. La deuxième étape, on va le voir, elle s'inscrit plutôt dans effectivement une temporalité plus longue. C'est qu'à partir du moment où on a suffisamment de données de connexion et on a suffisamment de recul sur justement suffisamment de data en fait, on va pouvoir lancer une stratégie qui s'appuie sur la machine learning. Une machine learning, c'est simplement de l'intelligence artificielle qui va définir des critères sur des éléments qu'elle choisit elle-même en fait. Mais pour pouvoir fonctionner, il lui faut de la data, il lui faut quand même du recul, il lui faut une masse critique d'informations. Donc ça sert à rien en fait d'ouvrir une plateforme, de mettre de la machine learning tout de suite. On fait d'abord une stratégie manuelle, on communique massivement, on fait monter les utilisateurs et à partir de là, effectivement, on passe sur une stratégie de machine learning. Alors, c'est pas une fin en soi, la machine learning, et ça fera pas le boulot non plus tout seul, en fait. C'est un complément, en fait. C'est intéressant, mais ça reste un complément. Et derrière, bien sûr, on va s'inscrire dans une gouvernance, effectivement, continue. Et c'est là où le département RH a tout son rôle à jouer. C'est qu'on va continuer à faire la promotion de ces contenus, mais en complément, justement, de cette machine learning, de ces curations manuelles. Mais voilà, on s'inscrit dans une gouvernance à plus long terme. Voilà, avec Jeanne, c'est effectivement dans le contexte LeadSense et au regard des nombreux contenus qui étaient proposés, c'est vraiment la stratégie qu'on a décidé de mettre en œuvre. Alors, il y a un point qui est vraiment très important, c'est de se dire que la plateforme n'est pas une fin en soi. La plateforme, c'est un outil. Et ça, j'insiste bien, il est vraiment très important d'avoir au préalable défini une stratégie. Et notamment, c'est quelle stratégie? C'est une stratégie de learning, c'est-à-dire comment notre stratégie de learning vient porter les ambitions clairement du business et puis clairement de ce que l'on veut pousser, de ce que l'on veut devenir. Ça, c'est indispensable. Il est important parce que sinon, on ne va pas être en capacité de pouvoir trouver le meilleur moyen d'ouvrir cette plateforme.
Donc clairement, en termes de curation, on s'est mis tous autour de la table. Et alors, c'était assez compliqué parce que finalement, c'était un bon moyen de travailler en projet. On avait des Asiatiques, on avait des Allemands, on avait un petit peu toutes les nationalités. Mais par quel bout on le prend? Et on se rend compte que quand on a 7000 contenus, on se dit ça va être compliqué de pouvoir pousser des contenus communs où on est sûr que les langues, quand même, ou les traductions sont efficaces et qu'on va pouvoir pousser le même discours et la même ambition. Donc clairement, on s'est dit, on veut pousser notre meilleur créneau, notre courroie, ce seront les managers et les leaders. Donc on s'est dit, on a 250 managers et leaders, ça va être notre priorité. On veut travailler sur la performance, on veut continuer de développer notre culture de la performance, notre culture du leadership et du people development. Donc pour ça, on a commencé à se dire, on prend ces thématiques-là et puis on essaye de trouver avec les langages qui sont les plus, où on peut tous les retrouver, avec une culture aussi qui répond à notre culture. Et du coup, on a commencé par procéder en entonnoir et essayer de tester. Clairement, ce travail-là, il est indispensable, mais il est indispensable dans une logique plus globale. Donc, c'est clairement de monter une équipe, clairement de tester et de pouvoir identifier ces populations clés. Clairement aussi, ce qui a été important, c'est de dire nos critères qui reposaient sur la langue, reposaient aussi sur un schéma de durée courte et qui était important aussi pour nous à pousser. Et puis aussi, c'était de se dire, on ne veut pas que ça soit too much. Donc too much, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on va pousser ça, on veut le pousser aussi avec juste certains pour donner envie. Et ça, c'est compliqué aussi de se dire quels sont les premiers contenus qui vont donner envie aux utilisateurs d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Juste un point, quand on a travaillé sur la présentation avec Jérôme, on s'est dit, quand on a un auditoire RH, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché? Ça, c'est aussi important de se dire, si on s'assied, si on fait un recul et puis un retour sur expérience, clairement, ce qui est très positif de fonctionner avec une curation manuelle au démarrage, c'est qu'on crée une identité commune. On crée un projet commun sur lequel tout le monde va venir se fédérer. Ça, c'est important. Il est aussi fondamental d'avoir une équipe projet, d'avoir des représentants de toutes vos populations ou des sites pour ça puisse être le plus représentatif possible. Et puis de créer cette dynamique d'ambassadeur, parce que il ne faut pas croire que ce soit la RH en pilotage ou en centrale qui va pouvoir animer l'utilisation et le déploiement d'une plateforme. C'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Donc on a besoin de relais. Et les relais, ce sont nos ambassadeurs et cette équipe projet dans le démarrage de la curation, c'est ceux-là sur lesquels on va pouvoir s'appuyer après par la suite. Mais il y a des choses qui ont moins bien marché et des points de vigilance. Clairement, la notion de temps, elle est très importante. On a sous-estimé sur l'ouverture qui s'est passée le 7 novembre, le temps qu'il nous fallait pour tester les modules, le temps qu'il nous fallait pour se mettre d'accord, de s'aligner, de faire des retours, de configurer. Donc ça, c'était important. Il ne faut jamais sous-estimer le temps nécessaire à mettre en place cette curation manuelle. Et puis, clairement, c'est tellement frustrant de pouvoir choisir, quand on a 7000 contenus, de se dire il faut faire un choix. Et ce choix-là, on n'est pas toujours certain que ça soit le meilleur sur le démarrage, mais il faut en faire un. Donc, voilà, c'est encore un point sur lequel de vigilance qui est très important. Alors, je voudrais vous poser une question. Bien sûr. Est-ce que pour affiner cette stratégie, vous avez aussi défini des KPI qui permettent de mesurer l'usage ou l'impact de ces usages? Est-ce que c'est quelque chose que dès le départ vous avez identifié ou c'est maintenant que vous les mettez en place, ces KPI? Alors, on a bien évidemment défini des KPI au démarrage et notamment sur l'utilisation, sur le nombre qu'on puisse tracer les personnes qualitativement et quantitativement sur l'accès à la plateforme et sur la consommation de contenu. Je dirais avec le temps, et on en parlera après, notamment avec le machine learning, cette stratégie de suivi et de monitoring, elle va s'affiner de plus en plus avec des profils types aussi. Et puis pour pouvoir, parce que l'objectif est quoi? Et de se dire que cette plateforme, elle doit être de plus en plus utilisée. Et ça, c'est un objectif central et final.
Deuxième point qui nous paraissait important aussi de mentionner, c'est la communication. La communication, on la sous-estime clairement. On l'a construite, on a bâti un plan de communication au démarrage, mais on l'a insuffisamment intégré dès le démarrage. On s'est très focalisé sur le contenu, on s'est focalisé sur la configuration de la page, sur ces dimensions-là plutôt techniques et plutôt de choix, et on a insuffisamment travaillé sur ce plan de communication. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a eu des loupés, et on a eu un vrai loupé sur le démarrage, clairement, puisque le mail qui a été notamment lancé pour annoncer l'ouverture auprès des leaders et des managers, il est passé dans les spams. Donc autant vous dire que tout ce qu'on a fait, ça a été un loupé pas possible. Donc clairement, l'anticipation du planning de communication, mais aussi de comment on communique, quelle est la meilleure stratégie pour ouvrir, pour que ça soit quelque chose qui soit valorisé, c'est fondamental. Il ne faut pas uniquement s'appuyer sur la technologie ou sur le paramétrage de la page, parce que clairement, et en l'occurrence chez Linxen, c'est pas ce qui a marché. Il a fallu qu'on relance une communication avec notre département communication pour s'assurer que la communication a été impactante. Voilà. Merci Jeanne. Alors, ce qui est intéressant, on parlait de KPI justement tout à l'heure. Donc, c'est important de surveiller effectivement finalement la réussite de votre dispositif. Et là, on a une courbe qui est intéressante sur les 10 premières semaines. Donc, c'est vraiment la partie courte. C'est-à-dire là où on a fait de la curation manuelle et on a communiqué massivement. En fait, ce schéma présente effectivement les durées de formation de ce qu'on appelle des cours proposés. C'est donc une stratégie push. C'est-à-dire ce sont des cours sur lesquels on a appliqué de la curation. Donc, on met en avant finalement. C'est les cours vitrines. Et en bleu, en fait, vous avez ce qu'on appelle les cours en auto-inscription. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on laisse la plateforme ouverte, en fait, bien sûr. On met en avant des contenus cibles, justement, des contenus vitrines, mais bien sûr, on laisse toute la plateforme ouverte. Et l'idée, c'est d'attirer justement l'ensemble des utilisateurs et justement d'induire ce comportement individuel d'auto-formation. Et c'est bien ce qu'on analyse, en fait, là. Donc là, l'idée, c'est qu'en rouge, on a tout ce qui relève du temps de formation sur ces contenus vitrines. Et donc là, on fait venir effectivement l'ensemble des utilisateurs. Effectivement, et en bleu, on a le comportement individuel finalement d'auto-formation. Et là, on bascule vers une entreprise apprenante. On est sur une démarche individuelle d'auto-formation et donc d'utilisation de la plateforme. Et d'ailleurs, souvent, les taux de complétude sont bien meilleurs sur un cours qu'on va choisir soi-même, en fait. Et d'ailleurs, on le voit là, en fait, le nombre d'heures sur les cours qu'on choisit soi-même, effectivement, il est plus important. Donc, c'est bien vers cette stratégie à moyen et long terme qu'on souhaite aller. Mais il faut que le premier étage de la fusée, justement, on fasse monter les utilisateurs sur la plateforme. Et c'est ces indicateurs qu'on va surveiller, en fait. Alors après, vous pouvez vous dire, c'est bien, ça va marcher tout seul. Il y a justement, effectivement, la curation automatique ou la machine learning. En fait, non. Il faut toujours être dans cette stratégie push. Et en fait, la stratégie push, elle est corrélée directement à cette stratégie d'auto-formation. Elle doit être, c'est la gouvernance à long terme, en fait. Donc voilà, en conclusion, effectivement, on peut voir qu'il y a une corrélation directe entre cette stratégie de push, de promotion, effectivement, de certains contenus. Et derrière, ça induit un comportement individuel, justement, pool, d'auto-formation et de consommation de la formation, en fait. Et donc là, l'ensemble du catalogue prend effectivement tout son intérêt parce que les utilisateurs vont pouvoir naviguer et utiliser ces contenus. Alors, justement, l'intérêt, c'est que il y a les plateformes qui proposent ce qu'on appelle des stratégies de machine learning. La machine learning, c'est l'intelligence artificielle qui va sur des critères particuliers, finalement, faire de la curation automatique. Donc, ils vont pousser, finalement, des contenus sélectionnés. Vous êtes tous allés sur des plateformes de streaming, j'imagine, des plateformes de audio également. C'est la même chose, en fait. Mais à partir de quand ces plateformes sont vraiment efficaces ? Elles sont efficaces quand elles ont de la data. Et d'ailleurs, on associe souvent la big data à la machine learning. C'est-à-dire que plus on a de data, plus on a d'expérience. Donc, ça veut dire que plus votre plateforme de formation, finalement, elle a généré des inscriptions et elle a de retours d'expérience, plus la machine learning va être cohérente. Ça sert vraiment à rien de l'activer tout de suite, en fait. Si on ne dépasse pas cette masse critique d'informations, finalement, la machine learning, elle est presque contre-productive, en fait. Et vous avez réussi à définir quels sont justement ces data, ces volumes minimums pour que ça puisse être utilisable
ou en termes de collaborateurs au départ, ou en termes de durée, ou en termes de nombre d'éléments vers lesquels on peut pousser. Je pense qu'il y a 3 niveaux différents. Oui, tout à fait. Alors après, ça va dépendre en effet du nombre de critères. Enfin là, on est sur la machine Cornerstone, donc on a 4 critères possibles. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir un référentiel intéressant suivant les axes de machine learning. Mais d'une manière générale, effectivement, il faut quand même un historique de formation en fait significatif. Donc il faut au moins qu'on ait, je sais pas, 70% des apprenants qui soient actifs sur la plateforme, qu'on ait 4 ou 5 effectivement contenus qui ont été sélectionnés. Et finalement, plus on va créer des interactions, plus on va rattacher un emploi, par exemple, à l'utilisateur, plus il va avoir un poste défini, plus on va le positionner comme ça sur un arbre fonctionnel, et plus la machine learning va pouvoir s'en inspirer, créer des corrélations. Et là aussi, c'est pareil, plus les utilisateurs vont avoir un historique, en effet, plus elle va pouvoir analyser comme ça des comportements et induire finalement, et pousser des contenus spécifiques. Voilà, donc là, je termine. C'est-à-dire que, effectivement, typiquement sur la machine Cornerstone, on peut jouer sur la popularité des contenus. Ça peut être un critère de machine learning, effectivement, qu'on peut activer. Ça peut être aussi les matières, finalement. On va demander aux utilisateurs de sélectionner des matières. Elle va s'inspirer de ces matières, la machine learning, pour là aussi faire la curation spécifique. Conseiller pour vous, ça va être finalement, là, c'est l'historique de formation qui a été utilisé, qui est un axe de machine learning. Et puis les tendances en fonction du poste. Donc là aussi, c'est pareil, c'est une machine learning qu'on peut mettre en œuvre et qui va venir finalement aider, dans le cadre d'une gouvernance plus longue, va venir proposer justement des critères de curation. Voilà, je vais proposer à Jeanne de conclure. Alors, pour cette conclusion, ce qui nous paraissait important quand même, c'était clairement quels sont les facteurs clés de succès. Quand on veut ouvrir une plateforme, qu'on ne sait pas particulièrement par quel bout le prendre, qu'est-ce qui est important? Et si on regarde à J plus 3 mois, puisqu'on est à J plus 3 mois sur l'ouverture, quels ont été les facteurs clés de succès? Premièrement, il faut toujours penser que la plateforme LMS, elle est au service d'une stratégie plus globale. Ce n'est pas une fin en soi, et ça c'est vraiment important. Pour réussir l'ouverture d'une plateforme, il faut vraiment qu'elle s'intègre dans une stratégie plus importante et qui sert le business et qui est en cohérence avec la stratégie business. Donc ça, clairement, on a besoin de ça, de s'assurer d'identifier les priorités en termes de performance, en termes de marché, en termes de compétences, puisque c'est cette plateforme-là qui va venir porter cette stratégie business et la stratégie RH aussi. Deuxième point qui me paraissait vraiment très important, c'est une gouvernance. Il faut mettre en place une gouvernance. C'est pas le DRH ou c'est pas un service tout seul qui va pouvoir assurer l'ouverture et le déploiement efficace et réussi d'une plateforme. C'est pas vrai. Donc cette notion de pouvoir s'asseoir, de définir quels sont les acteurs importants à mettre en place, à associer pour mettre en place cette gouvernance, c'est vraiment fondamental dans le succès de l'ouverture. Troisième point, ce qui est important aussi, c'est de s'asseoir pour définir la stratégie de communication. Elle est propre à chacun, elle est propre à chaque entreprise en fonction de son organisation, en fonction de sa culture, mais il ne faut pas sous-estimer cette stratégie de communication-là et l'anticiper au maximum dès le démarrage en parallèle de toute la dimension de configuration ou d'identification des contenus. Et puis un autre point qui est important, c'est de se dire, il n'y a pas finalement une stratégie de push ou une stratégie de pull, tout est interconnecté et il faut continuer de pouvoir alimenter. Moi, je me suis fait un sacerdoce tous les jours, chaque fois que je vais en entreprise, c'est de me dire, finalement, je dois faire la promotion de la plateforme, quelles que soient les discussions que l'on a avec les managers, avec les employés, lors de réunions, lors de meetings. Est-ce que vous êtes allé voir sur la plateforme? Parce qu'il existe tellement de contenus intéressants et en fonction des profils de chacun, que nous devons, en tant qu'RH, à partir du moment où on ouvre une plateforme, de pouvoir faire la promotion quasiment au quotidien. Alors, pour le DRH, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le DRH, l'ouverture d'une plateforme, c'est vraiment capital. C'est capital parce que ça vient renforcer son rôle de stratège. Et ça, je trouve qu'il y a une vraie dimension et il ne faut pas sous-estimer et se dire qu'il y a un vrai levier pour les RH de venir utiliser l'ouverture de la plateforme comme une opportunité de développer son rôle stratégique et son impact. Deuxième point, c'est d'être un intégrateur. La plateforme, elle ne vit pas sa vie toute seule, c'est pas vrai.
Elle doit être en permanence intégrée à d'autres process RH. Voilà, et c'est ce qui garantit aussi l'utilisation réussie. Troisième point, c'est qu'on se doit, et notamment dans des logiques d'organisation apprenante, d'être des promoteurs de l'utilisation de cette plateforme. C'est ce que je disais précédemment. Et puis de booster l'utilisation soi-même. C'est-à-dire que c'est pas possible de pouvoir booster aussi l'utilisation d'une plateforme si nous-mêmes, en tant qu'individus, on ne se forme pas, on ne l'utilise pas. Donc on doit être exemplaire aussi par rapport à ça. On doit piloter, notamment c'est la notion des KPI qui est important et de monitorer. Et puis on doit être un facilitateur, puisque aujourd'hui cette plateforme permet aussi de renforcer le rôle de facilitateur des DRH, de promoteur, de marque employeur, d'attractivité, de facilitateur des compétences et de développement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je crois qu'on est vraiment à la fin, là, effectivement, du temps. Si vous voulez... Ah, ça clignote, ouais. Ouais, si vous voulez en parler plus longuement, effectivement, et vous pouvez venir nous rencontrer, effectivement, au stand du 42. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. En tout cas, merci pour votre écoute. Alors, des questions? Non? Eh bien, merci, c'est très concret. Eh bien, rendez-vous est pris pour aller vous retrouver.